Mon cher Eric, je suis ravie de te recevoir cet après-midi pour un petit entretien sur qui tu es en tant qu'astrologue et en tant que chercheur dans les sciences humaines. Alors déjà, on peut se poser comme question, comment tu es devenu astrologue? Quelles ont été pour toi les rencontres opportunes, les travaux des astrologues qui t'ont le plus marqué? Bonjour Catherine, merci pour ton invitation. Alors moi au départ, j'avais une formation en psychopédagogique et aussi une formation au conservatoire en tant que musicien. Donc pendant une quinzaine d'années, j'étais prof de français et de musique et j'étais aussi chef de chœur. Mais Ah pendant, oui, ça j'aime bien. Oui. mais pendant tout ce temps, pendant tout ce temps, j'ai fait des formations diverses dans le domaine de la psychologie et de la psychothérapie, hein. Donc, d'abord, tout ça, c'était avant l'astrologie. L'astrologie, je l'ai rencontrée un peu plus tard, euh, vers 32 ans, quelque chose comme ça. J'avais une amie qui faisait de l'astrologie, qui suivait une formation d'astrologie, et elle m'avait donné la carte de visite de l'astrologue avec lequel elle travaillait. Et je suis allé, j'ai pris un rendez-vous pour une consultation astrologique, hein, où il a fait l'analyse de mon thème de naissance. C'était Jean-Pierre Guigné de Genève, aujourd'hui décédé. Ça fait déjà un certain nombre d'années qu'il est décédé. Et j'étais convaincu par sa démarche et trouvé très intéressante. Et comme je savais qu'il donnait des cours individuels, je lui ai demandé s'il avait de la place pour moi. Et il m'a dit que oui. Et c'était une demi-journée par semaine. C'est assez intensif, 4 heures par semaine. Euh, où j'allais près de Genève chaque semaine. Je travaillais énormément en dehors des cours où je reprenais, chaque fois je venais avec une série de questions, etc., etc. Et le type d'astrologie, enfin, la manière avec laquelle j'ai rencontré l'astrologie, c'était sous une forme de psychologie, d'astrologie psychanalytique. Parce que Jean-Pierre Guigné avait été lui-même formé par son Philippe nom Granger? d'échappe. Voilà, Philippe Granger, bien sûr, qui était devenu un grand ami. Et en fait, j'ai découvert l'astrologie de type psychologique et psychanalytique sans savoir à l'époque qu'il y avait différentes approches de l'astrologie, hein, celle que l'on connaît tous. Donc voilà, euh, c'était une astrologie psychanalytique de type freudienne et donc d'abord, c'est comme ça que je l'ai découverte. Et puis, petit à petit, je pourrais dire que je suis revenu à mes premières amours. J'avais découvert Jung à l'adolescence déjà, et un peu un clin d'œil du destin, euh, alors que j'étais à l'école psychopédagogique. Le prof de psycho, je crois que c'était quand nous étions en troisième année, demandait un travail personnel à chaque élève. Enfin, il y avait plusieurs travaux, mais notamment il y avait celui-là. Et il nous donnait un livre, enfin prêtait un livre plus exactement, et nous devions résumer ce livre, le présenter, discuter un certain nombre de choses. Et c'était, celui qui m'a été attribué, c'était les types psychologiques de Jung. Ah, très bien, oui. Oui. Et à partir de là, je me suis mis à lire un certain nombre d'ouvrages de Jung. Je ne sais pas très bien ce que j'en comprenais à l'époque, mais ça m'inspirait, ça me nourrissait. Et alors,
quelques années après avoir commencé l'astrologie, avec la formation dont je viens de parler, il y a deux choses qui se sont imposées à moi. C'est que je voulais travailler beaucoup plus profondément le symbolisme astrologique lui-même, sans, et ça c'est un petit peu la réticence ou la réserve à propos du travail de Philippe Granger, que j'admire tout à fait. Mais la réserve, c'est qu'il s'agit un peu de faire rentrer le symbolisme astrologique dans la grille psychanalytique. Euh, Alors qu'à mon sens, c'est vraiment l'inverse, pourrait-on dire, qu'il convient de faire, parce que l'astrologie est une discipline plusieurs fois millénaire, et le symbolisme englobe plutôt qu'il peut être mis dans une autre grille de lecture. Voilà, donc j'ai eu besoin de travailler beaucoup sur les fondamentaux de l'astrologie. Et puis, c'est aussi en même temps que je suis revenu à Jung, et là, je me suis rendu compte que l'articulation entre psychologie jungienne et astrologie allait de soi d'une certaine manière, C'est plus simple, oui. hein, Enfin, plus évident. cohérente, Oui, hein. Enfin, je veux dire, il y a une cohérence entre les deux approches. D'ailleurs, quand Jung parle de l'astrologie, je crois que c'était dans le cadre d'une rencontre avec André Barbeau, et qu'il dit l'horoscope semble correspondre à un certain moment de l'entretien mutuel des dieux, tout à fait. c'est-à-dire des archétypes psychiques. Hmm. On voit bien qu'il établit une correspondance étroite entre les dieux de la mythologie et ce qu'ils désignent comme les archétypes. Alors, tu me posais la question du côté Des des livres, auteurs oui, des auteurs qui m'ont inspiré. Il y a tout le courant de Lys Green, Ah, bien sûr, oui. Oui. il y a eu les travaux de Luc Biget. On peut dire d'une certaine manière que c'est un peu lui qui m'a inspiré de travailler du côté des mythes. Hmm. Ouais. Oui, c'est intéressant. Donc, tu as rencontré Philippe Granger plusieurs fois. Tu as pu être Ah en non, correspondance avec lui. Philippe est décédé jeune, Très jeune, oui, 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 oui. il était déjà mort, hein. Oui, oui. Quand j'ai rencontré Ah, d'accord, un de oui. ses élèves, euh, Jean-Pierre Guigné. Parce qu'il a pu venir à un de nos congrès. Mais tout son travail sur les 12 deuils correspondant aux 12 signes astrologiques est tout à fait remarquable. Oui, bien sûr, bien Mais je sûr, suis bien sûr, d'accord avec toi sur combien la démarche jungienne est plus en relation avec l'astrologie, quoi, et bien sûr, renvoie à quelque chose de beaucoup plus vaste, quoi. oui. Et quelle est en fait ta vision du monde, ta philosophie du monde, c'est-à-dire le fil rouge qui guide ta pensée astrologique? C'est-à-dire de quel lieu tu parles quand tu es astrologue? Je pourrais dire que je parle un peu du même lieu que le psychanalyste, même si le psychanalyste, évidemment, ne parle pas beaucoup, hein. Oui, Alors que dans une séance d'astrologie, c'est l'astrologue qui parle plus. Hein, je ne sais pas plus que la personne qui nous consulte, mais l'astrologue analyse le thème. Donc évidemment, le dispositif est très très différent. Euh, mais pourquoi je pourrais dire du même lieu? Parce que le psychanalyste, tel que je conçois son travail, avec d'autres, bien entendu, avec d'autres qui me l'ont appris, euh, essaye vraiment de rejoindre la patiente, le patient, dans ce qu'elle a d'intime, de singulier, de secret. C'est toujours l'idée de rejoindre.
tout à fait, oui, oui, oui. Et de ce point de vue-là, je peux dire qu'en tant qu'astrologue, je pratique de la même manière. C'est-à-dire, à travers le thème de naissance, l'intention est toujours de rejoindre la personne qui nous consulte. D'en la rejoindre, de la rejoindre, de la même manière qu'en psychanalyse, dans ce qu'elle a d'extrêmement singulier, d'unique, d'irremplaçable, de la rejoindre dans ses aspirations, dans ses désirs d'épanouissement et de relation, de la rejoindre dans ses difficultés, de la rejoindre dans ses conflits, euh, de la rejoindre dans l'intimité de sa vie psychique. Donc, voilà, ça c'est en résumé, la position qui est la mienne et l'intention qui est la mienne dans le cadre d'une consultation. Ouais, en reformulant probablement ce que dit le patient d'une autre manière, puisque les symboles vont nous ouvrir à quelque chose de plus grand que le discours du patient, vont nous permettre d'ouvrir le discours du patient. Oui, là, le grand apport ou le grand avantage euh, du recours dans le cadre de la science astrologique, et je le fais toujours, le grand avantage du recours aux figures mythologiques, c'est que la personne qui nous consulte entend bien que cela parle d'elle, mais en même temps, le, le fait de recourir au récit mythologique ne la confronte pas directement. Tout à fait, oui, Cela permet, par le biais du mythe, de soulever, par exemple, euh, des, des enjeux qui ne sont pas faciles à entendre. Hein. Prenons par exemple l'histoire d'Athéna qui a développé l'imaginaire selon lequel elle n'a pas de mère, hein, où il y a en fait ce refus du maternel, hein, voir cette position matricide. Hein. Euh, la, la personne à qui l'on parle du mythe d'Athéna, hein, et d'abord évidemment sous ses aspects lumineux de la déesse de la raison, de la sagesse, la déesse dont le pouvoir est dans sa tête, au sens du siège de l'esprit, mais quand on fait entendre que Athéna dit qu'elle n'a pas de mère, qu'elle veut écarter la mère, la personne qui est concernée par ce mythe, et en l'occurrence par ce complexe d'Athéna, comprend bien que ça la concerne, mais le fait de le présenter à travers le mythe ouvre les choses sans brusquer, sans chercher à enfoncer des défenses, etc., etc., sans compter, et c'est l'autre apport magistral du mythe, que cela peut continuer d'accompagner la personne de la, pour la questionner, pour l'accompagner, après, bien après, des semaines, voire des années, après une consultation. oui, tu sais, c'est drôle. Le langage astrologique, en fait, est proche du langage que l'on utilise en hypnose, où on va utiliser un langage symbolique, où on va parler d'un processus, où on va reformuler autrement les choses. Mhm, mhm. Oui, et là aussi, alors évidemment, je sais ce que c'est l'hypnose, hein, mais je ne la Oui, oui, oui. pratique pas comme Oui, thérapeute. Hein. oui. Mais j'imagine que le langage de l'hypnose dont tu parles euh, euh,
a aussi pour visée de rejoindre la personne dans son langage, dans ses représentations, dans ses images. Voilà, c'est une autre formulation du même langage. C'est-à-dire montrer qu'il y a un chemin qui est un chemin universel, un chemin symbolique dans ce que la personne aborde. Et en fait, euh, pour avoir beaucoup travaillé l'hypnose, je me suis aperçue en fait qu'en étant astrologue, on pratiquait l'art ancien des hypnothérapeutes, qui utilisaient le langage métaphorique pour dire quelque chose. Et un langage métaphorique quelquefois caché ou pratiquement. Et nous, on utilise les dieux planétaires, enfin, on utilise. C'est- le soubassement de notre discours va être celui des dieux planétaires, qui sont des métaphores d'un processus, des métaphores d'une voie d'évolution. Absolument. Absolument. Et, et en fait, en recourant aux divinités planétaires, on dresse un vaste panorama de la planète en question. Hein. Euh, Parce que je prenais l'exemple d'Athéna, que je rattache notamment à la planète Uranus. Euh, D'abord, la mythologie évoque ce qui fait la force d'Athéna. Hein. Comme je disais tout à l'heure, la fille naît du front de Zeus. La fille dont la puissance relève de l'esprit, de l'intelligence. Hein. Donc, pour une personne marquée par le mythe d'Athéna, là, le but, ça n'est pas d'évoquer la signature du mythe d'Athéna dans un thème, mais pour une personne qui est marquée par Athéna, elle se reconnaît tout de suite dans ses intérêts intellectuels, dans ses recherches, dans ses études, dans son goût de la lecture, etc., etc. Elle se reconnaît tout de suite. Hein. Alors, d'abord, il y a l'aspect porteur, étayant du mythe, hein, dans lequel la personne peut se reconnaître. Et puis, chemin faisant, quand on continue la lecture du mythe, on se rend compte que Athéna a des inimitiés, hein, et des affinités avec d'autres déesses et d'autres dieux. Là, on se rend compte comment le mythe d'Athéna rentre en conflit avec d'autres composantes du thème de naissance. Hein. Par exemple, il y a une énorme distance entre Athéna, hein, la déesse de la sagesse, de la raison, la Sophia des Grecs, hein, celle dont la puissance est en haut, et Perséphone, celle dont la puissance est dans la profondeur, par exemple. Hein. Et ça serait une manière, par exemple, d'évoquer le conflit entre Uranus et Pluton. Et puis, les mythes, les différents épisodes mythologiques qui donnent à voir Athéna vont nous permettre de développer d'autres aspects, d'autres composantes, d'autres enjeux de cette signature mythologique. J'évoquais tout à l'heure Athéna qui est la fille du père qui affirme qu'elle n'a pas de mère. Oui, oui, oui. Et oui, c'est à dire en fait que les mythes sont vivants, sont à l'origine de la vie et représentent les forces de vie à l'œuvre. Oui, je crois que c'est dans la quatrième de couverture de mon livre Mère-fille sur l'étude du mythe de Déméter et de sa fille Corée que je dis que les mythes ou que l'iconographie ne sont pas des articles de musée. Non, les mythes sont Ils à sont l'œuvre à toujours l'intérieur de nous. vivants, absolument toujours à l'œuvre, toujours agissant dans l'âme humaine. Et nous sommes structurés par le mythe. Nous- Et, ouais. La mythologie représente notre constitution.
notre archéologie psychique, je disais le mythe, en fait, quand on lit un thème, on se rend bien compte que c'est un agglomérat de mythes, avec parfois Oui, une figure extrêmement dominante ou une ou deux figures extrêmement dominantes. Donc les mythes nous constituent euh, et comme astrologue, comme psychanalyste, on se rend compte qu'il est vraiment important de prendre en compte cette structure psychique qui, comme disait Jung, risque de nous agir bien plus que nous les agissons. C'est-à-dire que nous risquons d'être possédés par les mythes plutôt que de les posséder nous-mêmes. oui. Là, tu soulignes combien l'apport d'une astrologie jungienne est capital. C'est l'astrologie jungienne permet, l'astrologie jungienne basée sur les mythes, qui envisage les mythes, permet vraiment la connexion avec les forces du vivant. Et ce que l'on cherche dans une consultation, c'est connecter la source d'eau vive de la personne, la puissance du vivant, et la mettre en signification, donner du sens à ce vivant qui nous anime. Oui, oui, tout à l'heure, tu me demandais de quel lieu Oui, je parlais j'ai dit en fait du même lieu que le psychanalyste parce que euh, d'un côté comme de l'autre, je cherche à rejoindre la personne qui me consulte. Et comme tu disais, à la rejoindre aussi essentiellement dans ce que le psychanalyste appellerait le désir, hein. Le désir qu'il faut entendre comme vraiment ce qui nous mobilise, ce qui nous anime, hein. Et c'est là que ça rejoint l'idée de l'eau vive, de la source, oui, hein. oui. Et pour toi, qu'est-ce que ça serait une consultation réussie, Eric? C'est assez simple, je dirais. Quand on peut vraiment être utile à la personne qui nous consulte. Oui, tout simplement, oui. Tout simplement. Euh, alors, quand j'ai dit ça, je peux préciser. Euh, Quand je reçois quelqu'un en consultation, alors là je parle de la consultation astrologique ponctuelle, hein. C'est déjà différent si une personne demande une série de séances sur son thème, hein. C'est déjà un dispositif Là, différent. c'est presque un travail thérapeutique, là. Voilà, hein. Bon, pas Qui pour rejoint, qui rejoint rejoint, mais bon, à la différence Oui, oui, près, oui, on ne oui. s'engage pas dans la durée, hein, évidemment, comme dans un processus analytique. Mais je prendrais la situation de la séance astrologique ponctuelle où une personne demande l'étude de son thème. En fait, je ne dis pas à la personne, vous savez, madame, vous savez, monsieur, je ne vais pas faire l'étude de votre thème, hein. Mais par contre, je ne le dis pas, mais par contre, je ne fais pas l'étude du thème. Je ne fais pas l'étude du thème. Voici ce que j'entends par là. C'est que quand je reçois quelqu'un en consultation, je relève soigneusement les transits les plus significatifs, hein. Éventuellement un ou deux éléments de la révolution solaire et des progressions. Et donc je vais concentrer, rassembler ma consultation en partant des enjeux signifiés par les transits qui se posent à la personne dans la période où elle me consulte. Et à partir de là, à partir de ces enjeux signifiés par les transits, euh,
Je me concentre sur les éléments du thème de naissance qui y font écho, qui sont en jeu dans ces transits. Euh, Pour ma part, cela fait partie de mon intention, celle d'être utile à la personne. Parce que je pense qu'on n'est pas du tout utile à la personne si on fait une analyse de thème en voulant dire énormément de choses, en soulevant énormément de questions qui en réalité ne sont pas vraiment d'actualité pour la personne, et en laissant et dans ce cas, on laisserait partir la personne avec ayant dans son esprit, ben, l'astrologue m'a dit ceci, m'a dit cela, m'a dit encore ceci, et euh, en fait, sans qu'elle s'y retrouve vraiment, hein, alors que mon intention, c'est d'ouvrir éventuellement de donner des clés de compréhension, de toute façon, on en donne, des clés de compréhension, des pistes de travail qui la concernent dans cette période-là. Et là, je te rejoins tout à fait, puisque pour moi, c'est ce que je dis toujours à mes élèves, mais cherchez quelle est la question dans l'ici et maintenant. Ne vous perdez pas dans des choses périphériques. Euh, et quelle est la vraie question? La question derrière la question, tu Bien vois? sûr, Et ça rejoint quels sont les enjeux, pourquoi la personne est venue voir particulièrement un astrologue. bien sûr. Et, et effectivement, faire un thème sous toutes les coutures ne sert pas à grand-chose dans cette optique-là. Oui, puis si on voulait le faire sous toutes les coutures, on ne ferait surtout Mais, bien qu'effleurer sûr, les oui, coutures. oui, oui. Et là, c'est vraiment faire un travail de thérapeute, en fait, faire un travail d'accompagnant d'âme et chercher la force du vivant. La force du vivant, elle est dans le conflit, elle est dans ce qui se meut et s'émeut au moment de la consultation. Oui, tout à fait. C'est pas, supposons que la personne vienne en consultation alors que Saturne transite le descendant. En réalité, il est possible, hein, selon ce que vit la personne, que toute la consultation tourne autour des enjeux liés à son positionnement dans les partenariats. Alors évidemment, on ne va pas Absolument. parler que de Saturne en 7, mais à partir de cet enjeu signifié par le transit de Saturne en 7, pour ma part, je me réfère aux différents facteurs du thème, aux différentes configurations qui permettent de penser, par exemple, ces difficultés à se situer de façon autonome, de façon verticale dans les partenariats. Et cette approche me convient. Enfin, c'est pas tellement qu'elle me convient personnellement, c'est qu'elle semble, encore une fois, être utile vraiment à la personne qui fait une demande de consultation astrologique. Oui, et est-ce que tu aurais l'exemple d'une consultation qui t'aurait tout particulièrement marqué, tu vois, dans la façon dont tu pratiques ou... Non. Euh, je me- Toutes les consultations présentent quelque chose de passionnant. Oui, Bon, c'est vrai, oui. de passionnant, et à mon sens, il ne peut pas en être autrement si on aime rencontrer l'autre, si on aime le rencontrer dans quelque chose vraiment d'intime, de personnel, hein. Donc, à peu près toutes les consultations sont passionnantes. Alors, bien sûr, il y a des affinités, hein, ça, comme dans toutes les rencontres, hein. Ça, bien sûr. Je me souviens par contre d'une consultation dont je ne peux pas dire qu'elle s'est mal passée, mais qui a été une impasse. Hein, parce que, qui a été une impasse, c'était il y a une vingtaine d'années.
Et au bout de, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, je me rendais compte que on n'était pas sur la même longueur d'onde, que rien ne se passait. J'avais l'impression que entre ma démarche et ce qu'était venu chercher la personne, il y avait un fossé. Et je me suis arrêté et je lui ai fait part, hein, de mon, pas de mon désarroi, parce qu'il y avait pas d'affect, mais de ma perplexité. Et nous sommes convenus, c'est un peu moi qui ai fixé les choses, nous sommes convenus de nous arrêter là, hein. Et évidemment, je ne lui ai pas demandé d'honoraires. Voilà. C'est la seule fois que ça m'est arrivé, hein. Mais ça soulève une autre question que j'aborde, que je discute dans le cadre de mes formations consacrées à l'étude de thèmes et la consultation astrologique. Là, nous sommes en plein dans un cycle, je crois que nous sommes déjà à la 10e journée. Euh, euh, c'est parmi les réflexions de départ qu'il est important d'avoir. C'est très important que l'astrologue soit au clair sur ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas, Absolument, oui. sur ce à quoi il répond, ce à quoi il ne répond pas. Parce que s'il se laisse embarquer dans des demandes d'ordre prévisionnel, et s'il ne les pratique pas, il va se trouver en porte-à-faux, il va être mis en difficulté. Donc, c'est très important que l'astrologue soit au clair sur sa démarche. Ça, c'est capital. C'est Oui, capital. Et faire uniquement, c'est le bouche-oreille qui va faire venir une oui, clientèle et les personnes savent bien sûr. à ce à quoi s'attendre. Et moi, j'ai remarqué, euh, être mis en impasse, c'est quelquefois quand l'heure de naissance n'est pas bonne. Ça m'est arrivé plusieurs fois comme ça dans ma carrière, euh, dans ma pratique astrologique. Je ressentais que quelque chose ne fonctionnait pas. Mhm. Et j'ai demandé à la personne, pouvez-vous vérifier votre heure de naissance? Et si je me suis trompée, enfin, et si vous êtes trompé dans l'heure de naissance, revenez. Et c'était vraiment la solution. Ah, et ça me rappelle, ça me rappelle un souvenir où il y a eu un malentendu à propos de leur naissance. De mémoire, la personne m'a communiqué, je sais pas, 6 heures et je sais pas combien de minutes du matin. Bon. Et au début de la séance, je vérifie toujours, avant de commencer la séance, la Oui. date, l'heure et le lieu, et je redis, je sais pas quoi, par exemple 6h15 du matin, la personne ne réagit pas. Et nous commençons la consultation, et comme tu viens de dire, au bout d'un moment, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je ne sais pas comment ça m'est venu. Je lui demande, mais vous êtes bien né à 6h15 du matin? Elle me fait, ah non, à 18h15. Voilà. Parce que je pense que souvent, voilà, parce que en tant qu'astrologue, probablement tu dois sentir à quel moment on entre vraiment en connexion et à quel moment on est trois dans la consultation, c'est-à-dire le thème astrologique, le patient et toi. À quel moment ce trio se fait, quoi? Oui, oui, bien sûr, là, c'est vraiment la question de l'accordage, hein. Voilà, Est-ce que voilà. l'accordage se fait? Est-ce que l'accordage ne se fait pas? Hein? Oui. Bon, ça c'est important. Mais c'est vrai qu'effectivement, la façon aussi de se faire piéger, c'est par les demandes de prévisionnelles. Et là, Et à ce propos, comme tu dis, hein, de mon côté, là, ma clientèle se fait seulement de bouche à oreille. voilà, voilà. En Ouais. fait, j'ai donné cet exemple il y a 20 ans, ça m'est plus arrivé et je n'ai plus de situation comme celle-là, hein. Voilà, ou peut-être une personne qui est dans une souffrance telle que la connexion va être lente et difficile. Et une consultation, même en une consultation, on aura peut-être du mal à connecter cette personne. Oui, euh,
là, je pense pas qu'on puisse généraliser. Je pense pas que c'était Voilà, ce que oui. tu faisais d'ailleurs. Ça n'est pas forcément avec la personne en grande souffrance que la connexion peut être difficile, hein. Euh, c'est à voir. Ceci dit, euh, chaque question mérite intérêt, hein. Et je dirais même une question qui présente un côté prévisionnel. Parce que si la personne est prête à entendre, à découvrir ce qu'il y a derrière la question, hein, C'est ça, c'est il ça. y a souvent derrière une demande qui se présente de manière prévisionnelle, parce qu'après tout, même si notre clientèle se fait de bouche à oreille, les personnes qui nous consultent, si elles n'ont pas fait d'autres démarches précédemment, ne savent pas bien à quoi s'attendre, hein. Et donc, je veux dire, même si la demande prend un tournant prévisionnel, si on peut questionner, souvent on se rend compte qu'il y a une crainte quant à l'avenir, hein, qu'il y a un besoin d'être rassuré, hein. Là, la question, pour ne pas pouvoir y répondre directement, peut amener à des développements intéressants, Oui, ça nous oblige toujours à pratiquer le dialogue socratique, bien sûr. c'est-à-dire avoir la question qui est derrière la question. Et en fait, on ne peut commencer que quand ce préliminaire a été fait, quoi. Essayer d'alléger la question ou de rendre la question plus subtile ou plus connectée à la personne. Oui, tout à fait. Oui, bah écoute, c'est très intéressant ce partage autour de la consultation. Mais on va passer à autre chose qui sont tes ouvrages. Eric, tu as écrit beaucoup d'ouvrages. Est-ce que tu pourrais en parler ou particulièrement de tes derniers ouvrages? Alors, il y a eu toute une série d'ouvrages. Le premier, c'était Les parents dans le thème de Ah naissance, oui. qui s'inscrivait largement dans la continuation de la formation que j'avais faite, hein, inspiré de Philippe Granger. Et puis, il y a eu ensuite un deuxième titre, c'est le chemin de soi qui marque Ah oui. euh, un tournant où je reviens, tournant que j'ai évoqué alors, dans le début de notre échange, hein, où je reviens vraiment au travail sur le symbolisme astrologique, ici le Soleil, la Lune et les planètes dans le chemin de soi, d'une part, et d'autre part, où j'utilise un matériau symbolique, un matériau mythologique important. Ça, c'est le deuxième. Et encore hier, dans le cadre d'une formation que je donnais, il y avait une personne qui me demandait, mais en fait, je ne connais pas tes ouvrages. Qu'est-ce que tu me conseillerais en premier lieu? Je dis ben, une bonne entrée en matière, même si ce livre a été écrit maintenant il y a plus de 20 ans. C'est la lecture du chemin de soi, les luminaires et les planètes. Alors, en même temps, ça c'est une parenthèse, euh, comme les éditions de Janus ne fonctionnent pas ou mal en ce moment, hein, je lui ai suggéré plutôt de lire un livre que j'ai publié à ma propre collection, La Maison d'Ithaque, un livre sur Saturne, où là on peut suivre très précisément la démarche que je fais à partir du mythe, comment j'interprète concrètement le mythe pour Saturne en signe ou en maison, etc. Et donc là, je reviens à ma collection aux éditions de Janus. Le troisième livre qui est important pour moi, j'y ai beaucoup travaillé, c'est le livre Mère-fille, à Oui, partir excellent aussi, oui. de Déméter et de Corée Perséphone, où je fais vraiment tout un travail à partir d'un mythe. Et puis, il y a eu encore plusieurs titres aux éditions de Janus sur les axes. Il y en a.
un qui s'appelle Aux sources de la vie psychique, qui est consacré à Mercure, Vénus et Mars, c'est-à-dire aux sources dans l'enfance, aux sources de notre constitution psychique. Il y a un livre aussi consacré à Neptune, un livre consacré à Uranus. Ça, je crois que ce sont à peu près les titres publiés aux éditions de Janus. Et l'axe cancer-capricorne. Oui, je disais les axes. Il y a Lion, Verseau et Cancer, Capricorne, oui. Et puis là, ça fait depuis, je sais pas, un peu plus d'une année, parce que j'avais quand même pas mal de livres qui attendaient dans mes tiroirs. Il y en a encore d'autres qui attendent dans mes tiroirs. J'ai décidé de créer ma propre collection que j'ai nommée La Maison d'Ithaque, trahissant mon amour au passage pour Ulysse et Pénélope. Et d'ailleurs, le premier livre que j'ai publié, c'est justement De l'Iliade à l'Odyssée, la mutation du héros. Et puis, il y a eu Saturne, et puis Neptune et Pluton, la force des profondeurs, Ah oui, magnifique. où je tenais vraiment à traiter ensemble, hein, ces deux planètes qui renvoient au monde des profondeurs pour nous aider à comprendre comment, dès le commencement, Neptune et Pluton s'inscrivent dans notre vie psychique et comment le bébé, l'enfant venant au monde, rencontre Neptune et Pluton à travers l'objet maternant. Ça, c'est le point de départ, hein. Hein, voilà. Et puis le dernier livre publié aux éditions à la Maison d'Ithaque, je crois que c'est dans cet ordre-là, c'est La Lune noire qui comporte un sous-titre Apogée et périgée de la Lune, où je reprends beaucoup de choses, où j'invite à revenir vraiment aux données astronomiques, où je discute la question des différentes positions de la Lune noire, leurs incohérences, etc., etc. Et puis, voilà, ça c'est le point de départ de nouveau. Donc tu prends la lune vraie ou la lune moyenne? Je prends la Lune noire vraie. La lune noire vraie, oui. Oui. Par rapport à la Lune noire moyenne, il y a au moins deux choses. Il y a 50 ans, 60 ans, je pense qu'il était tout à fait justifié d'utiliser la Lune noire moyenne parce que nous n'avions pas On n'avait accès rien à d'autre, une oui. position plus précise. À partir du moment où on a eu une position corrigée, puis une position dite vraie, hein, qui est encore une approximation, même si on s'approche de la réalité, hein, euh, 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 ça ne se justifie pas, à mon sens, d'utiliser la position moyenne. Mais deuxième chose, la position moyenne est une position statistique, Oui, oui, oui. purement statistique, et se pose ensuite une question d'interprétation. Quelle interprétation spécifique donner à une position statistique? Comment interpréter une position statistique? C'est pas possible. Et là, j'avoue que certains le font, mais ça me paraît être de l'ordre de la spéculation. Et puis, il y a une deuxième chose, là je l'évoque très brièvement, c'est pourquoi utiliserions-nous la position moyenne pour la Lune noire et seulement pour la Lune noire? Il ne nous vient pas à l'idée de prendre la position moyenne de la Lune, Mais c'est très juste, oui. Mais hein? oui, mais oui. Imaginons, si, d'ailleurs, si on prenait la position moyenne de la Lune, pour une part d'entre nous, nous nous rendrions compte qu'elle ne serait même pas dans le signe où elle se trouve réellement à notre naissance, puisque la Lune reste 3 jours dans un signe quand elle est du côté de l'apogée et seulement 2 jours dans un signe quand elle est du côté du périgée. Imaginons ce qui se passe si on utilise la position moyenne de Pluton. Aucun d'entre nous ne serions nés avec la position astronomique. Et donc voilà, mais pourquoi cette Oui, donc il y a position une grande moyenne incohérence quand même. seulement, exclusivement pour la Lune noire? Enfin voilà, je relève toutes ces incohérences que j'essaie de discuter, vraiment dans un esprit constructif, hein, pas du tout dans un esprit de heurter qui que ce soit, hein, mais je crois que c'est le propre de ma démarche et un peu une grâce que j'ai reçue.
je vais l'appeler juste comme ça, hein, euh, que je me suis toujours, bien ça, toujours, je ne sais pas jusqu'où il faut faire remonter, mais senti autorisé à questionner les choses et à ne pas les prendre pour argent comptant. Ou s'il y avait des, certains discours astrologiques, certaines affirmations astrologiques, je voulais toujours savoir sur quoi ça se fondait. Oui, c'est une démarche très importante, hein. D'où ça venait, hein, pour découvrir parfois une véritable cohérence et pour découvrir parfois une incohérence, à savoir que c'était une construction, mais qui ne se basait sur rien, sur le plan astronomique, sur le plan mythologique. Voilà. Et Très donc, intéressant. c'est en cela que je pourrais dire que j'ai une âme de chercheur. Avec des planètes en vierge probablement dans ton thème qui t'y aident un peu. Entre autres choses, oui, oui, Hein, c'est-à-dire là, le sens de la discrimination fine oui. et Euh, Même si, alors évidemment, il y a l'importance de la Vierge, mais à bien des égards, mon esprit est avant tout neptunien. certainement, certainement, oui. Certainement, et on le voit dès ton premier ouvrage, La quête de soi, Le chemin du soi est un livre fondamental, hein, que je recommande à tout le monde. Merci. Il y a quelque chose de singulier dans dans aller profondément dans le sens des mythes, dans le sens des symboles que j'ai trouvé nulle part ailleurs. Euh, Euh, oui, je pense que c'est autour de ça que j'ai beaucoup aimé l'écrire. Ce livre, c'était l'année de la canicule, 2003. Enfin, je n'ai pas écrit seulement pendant l'été, j'avais commencé avant. Mais une partie de ce livre, c'était pendant l'été 2003, au cours de la canicule. J'étais en Suisse, bien sûr, et j'étais en montagne. Pas seulement au bord d'un petit ruisseau et sous les arbres, mais carrément dans le ruisseau, il y avait presque plus d'eau et où j'avais le bonheur d'avoir les pieds dans l'eau fraîche. Hein, je m'étais installé assez confortablement et je l'ai écrit en partie à cette occasion, mais une grande part du bonheur de l'écriture, outre le bonheur du symbolisme astrologique, des références à Jung, des références à la mythologie, ce bonheur, c'était de l'écrire à ma manière. Voilà, et tout est dit dans ce premier livre. Et tu reprendras après beaucoup d'autres choses, mais l'inspiration, ta singularité est dans le premier livre. Ouais. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi qu'il y a énormément de matériaux qui est proposé là, que je vais développer, approfondir, reprendre. Pour Euh, moi, ça a été un événement, hein. Quand j'ai lu ce livre, ça a été voilà, je me suis dit, voilà, il y a quelque chose qui va encore plus loin de ce que j'ai jamais lu, tu vois. Merci. Il y a Philippe Granger qui m'avait aussi beaucoup marqué comme toi, tu vois. Et puis, il y a eu ton livre, Le chemin du soi, Le chemin de soi. de soi, pardon, Le chemin de soi, qui reste pour moi un événement dans le monde astrologique, tu vois. Et puis qui présente l'avantage de pouvoir être lu sans qu'on maîtrise la technique astrologique. Et ça, c'était vraiment un choix que j'ai fait. Et un choix salutaire parce que on entend bien le lien entre le symbolisme astrologique et la puissance des mythes. Ouais. Et de là découle tout ce que tu feras après, à mon avis, tu vois. Je me réfère aussi à différents contes de fées dans ce livre. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Et alors, peut-être quelques mots maintenant sur ton site. Tu vois, comment tu pourrais nous en parler, comment tu pourrais le présenter, comment tu pourrais inviter les auditeurs à aller visiter ton site, tu vois. Oui, merci. Euh, D'abord, il y a une page de présentation, comme dans tous les sites, hein. Mais une page de présentation assez développée.
où en fait, euh, j'explicite le fondement de ma démarche en commençant par rappeler que Freud et Jung avaient été unis autour de la passion de la mythologie, hein. Alors, bon, je raconte ça dans la page d'accueil pour en venir à la manière avec laquelle Jung considère la mythologie, hein. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, euh, dans cette page d'accueil, je veux mettre en lumière la correspondance étroite entre la démarche jungienne et une astrologie, disons, de type archétypal, hein, où on prend en compte justement la trame mythologique qui est constitutive d'un thème de naissance et qui est constitutif de notre vie psychique, hein. Donc, d'abord, il y a cette présentation où finalement, je précise le propre de ma démarche, qui est je le formule comme ça en général, de rapporter l'astrologie à ses fondements mythologiques et de l'articuler à la psychanalyse. Et puis, il y a chaque fois la présentation de mes livres avec des extraits plus ou moins longs. Il y a des articles, dont des mises en forme de conférences où j'étais invité à source. Il y en a une Oui, sur ça c'est bien. Uranus, sur Neptune, Mhm. sur Pluton. Hein, il y a différents articles qui sont là passablement développés. Il y a évidemment mon agenda d'activité, hein. Et puis il y a, ça c'est plus récent, peut-être depuis 2 ans, une boutique. Tout à fait, oui. Mm. Une boutique où il y a, je crois, de mémoire, peut-être 80 journées de formation, 80 journées de formation de 5 heures sur les fondamentaux astrologiques, sur le zodiaque, sur les planètes, sur différents sujets et sur différents thèmes mythologiques aussi. Une boutique où on peut se procurer ces enregistrements. Et je le disais tout à l'heure, la prochaine étape, c'est que soient disponibles aussi dans la boutique mes formations en format vidéo. Ah oui, là, ça serait Il y en vraiment a formidable. plusieurs. Il y a 6 journées sur Chiron, autant de journées sur la Lune noire, aussi 6 journées, je pense, sur les relations frères-sœurs, sur la figure du père, hein. Donc il y a, je ne sais pas, peut-être une trentaine, plus maintenant, puisqu'il y a le cycle sur l'étude de thème et la consultation astrologique. Il y a peut-être 40 journées en format vidéo Oui, qui c'est seront. bien. Oui, bah, j'invite tous les auditeurs à aller visiter ton site pour être au courant de tes dernières parutions et de toutes tes activités. Et pour quelqu'un qui voudrait commencer l'astrologie, il y a de quoi franchir toutes les étapes de la progression astrologique avec ce que tu proposes sur ton site. Oui, merci, merci Catherine, merci pour ton soutien. Euh, c'est vrai, je donnais déjà des formations depuis pas mal d'années, notamment à Paris, et au cours des discussions que nous avions au repas, il y avait des personnes qui pratiquaient l'astrologie depuis très longtemps, et pour certaines d'elles qui la pratiquaient depuis bien plus longtemps que moi, hein. Et ces personnes, au cours d'une discussion, puis il y en a eu d'autres, se sont arrangées, étaient d'accord pour dire, mais en fait, ce qui nous manque, malgré toutes ces années d'astrologie, ce qui nous manque, c'est une meilleure maîtrise des fondamentaux de l'astrologie. Ça, je suis entièrement d'accord. Et là, tu les permets sur ton site, tu vois. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de construire un cours sur les fondamentaux, hein, où il y a, je ne sais pas, au moins 20 journées, peut-être, il y a plus, oui, oui, il y a plus, peut-être 40 journées, euh,
Où en fait, mon intention était la suivante, c'était de me dire, mais si elle avait été à disposition, quel type de formation j'aurais moi-même aimé suivre quand je me formais. Donc j'étais vraiment dans cette Ouais, c'est intention, la vraie question, dans oui. cette intention pédagogique. Oui, bah écoute, merci beaucoup hein, pour tout ce que tu nous apportes et on sera toujours heureux de te recevoir à Source. Et surtout, n'hésite pas à nous envoyer la connexion dès que tu euh, ressors un livre ou des articles, on pourra les publier à Source. Hein, puisque je sais que les personnes de l'association Source apprécient beaucoup, beaucoup ton travail. On regrette seulement que tu ne sois pas avec nous au congrès. Merci, C'est- merci beaucoup Catherine, hein. Oui, je ne manquerai pas de te communiquer et je te remercie d'avance de bien vouloir faire circuler l'information, hein. Bien sûr, parce qu'on est une communauté et on existe les uns avec les autres. Et ça, c'est vraiment très important de l'entendre et de le savoir. Oui, tout à fait. Voilà, bah écoute, un grand, grand merci Eric de m'avoir donné tout ce temps pour présenter ton œuvre. Tu vois. Merci à toi aussi. À bientôt, À Catherine. bientôt.